Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, au bout de 2 ans d'épisodes, en tout genre, nous avons souhaité le définir à nouveau avec 3 professionnels. Dominique Pietri, autrice, qui va nous dire qu'est-ce qu'un genre au niveau littéraire. Didier Rey, docteur en histoire, qui va nous parler du genre dans le sport. Et enfin, Françoise Baudouin, qui va nous parler du genre au niveau biologique. L'épisode 0 de la série étant le plus écouté en tout temps, j'espère que celui-là vous plaira tout autant. Alors, bonne écoute et commençons par la présentation de nos intervenants et intervenantes. Alors, me présenter, donc Dominique Pietri. Je suis professionnelle de la communication, communication corporate, institutionnelle, interpersonnelle. Je suis éditorialiste, chroniqueuse littéraire plus spécifiquement, ou culturelle. Et puis, à mes temps perdus, qui ne sont pas perdus, je suis aussi autrice. Je suis Madame Baudouin, je suis enseignante en lycée général, donc je suis professeure agrégée des sciences de la vie et de la terre. Et je suis Didier Rey, professeur des universités à l'Université de Corse, en histoire contemporaine, et je suis spécialiste, si on peut dire les choses comme ça, j'aime pas le mot spécialiste, de l'histoire des sports en Méditerranée occidentale, globalement. Mais j'ai travaillé aussi, et je continue de travailler sur les phénomènes migratoires et sur les relations internationales. Voilà, et donc je fais le métier que j'ai voulu faire, et par conséquent, je suis très content de faire ce métier. Qu'est-ce qu'un genre d'un point de vue littéraire, Dominique ? Votre question, elle est terrible. Elle est terrible parce que le genre, je peux vous le définir. Alors, au niveau littéraire, je peux vous définir, mais c'est ce que vous allez apprendre, ce que les enfants vont apprendre en classe, en seconde, en première, en terminale, le genre narratif, le genre poétique. Au niveau de la littérature, je ne sais pas, on peut définir le genre. Je ne sais pas si les auteurs, je ne me pose même pas la question parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir s'ils allaient écrire dans un genre narratif, un genre descriptif, un genre poétique? Bon, un poète... entre guillemets, c'est affreux ce que je veux dire, c'est qu'il fait de la poésie, mais il ne se pose pas la question du genre poétique. Donc ça, au niveau littéraire. Au niveau de la société, c'est toute la question. Et je serais incapable de vous répondre. C'est quoi un genre dans la société? On peut le définir de manière sociologique. On peut le définir dans le rapport social, dans ce qui catégorise d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. On met des cases. Mais le genre, c'est une création humaine. La nature dans laquelle nous sommes ne définit pas de genre. Voilà. Donc c'est une vraie question avec toutes les crispations qu'il peut y avoir autour, parce qu'on est chacun d'entre nous pétri d'une culture familiale, d'une culture personnelle, d'une doxa sociétale, et il faut définir un genre. Moi je peux pas vous le définir. Je me fiche personnellement de savoir... quand je fais des portraits, je ne me pose pas la question de savoir si je m'adresse à un homme ou une femme. Je m'adresse à un individu et j'essaye de savoir ce qui se passe et ce qui va pouvoir, ce que je vais pouvoir en retirer pour peut-être faire un article, une recension. Je sais pas. Voilà, c'est... Je sais pas. Alors après, j'entends tout ce qui se dit, qui m'horripile ou peut me faire sourire bêtement. Voilà, oui, j'entends des réflexions. Oui, regarde, lui, il m'a dit qu'il se trouvait, il se sentait arbre. Mais je m'en fiche. Voilà, c'est...
c'est pas important pour moi. Maintenant, je comprends que pour la personne qui le vit, c'est autre chose. Mais je ne suis pas à sa place et je ne voudrais pas me mettre à sa place. Je veux dire, je ne peux pas raisonner et réfléchir à sa place. Et qui suis-je pour le faire? Donc, ouais, le genre, c'est la vraie question. Et je crois que c'est là une question de société. Alors, on se l'est posée au 17e, au 18e. On se la pose maintenant au 21e, différemment. Et on essaye de faire entrer les gens dans des cases. Alors, certains y rentrent par choix, par nécessité, par obligation, d'autres refusent, et voilà, et il faut arriver à trouver un équilibre, s'il existe, entre tout ça. C'est compliqué. Et pour vous, Didier, qu'est-ce qu'un genre d'un point de vue historique? Bon, alors, je vais me rester sur la définition historique, qui est assez récente, en vérité, qui remonte à une soixantaine d'années, 50, 60 ans, sous l'influence des études menées aux États-Unis. On peut définir le genre comme la construction sociale du sexe. Voilà. En histoire, c'est ainsi qu'on le définit. Au départ, c'est vrai que lorsqu'on parlait de construction sociale, on pensait essentiellement construction sociale du sexe, construction sociale en termes féminins. C'était synonyme, en fait, en histoire, était synonyme de féminin, de femme, sous l'influence des études américaines. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de construction sociale du sexe, ça concerne également la masculinité. Voilà, comment on pourrait reprendre la vieille phrase de Simone de Beauvoir, hein, on ne naît pas femme, on le devient, et on ne naît pas homme, donc on le devient aussi. Et le genre, c'est cela, comment se construit socialement ce sexe et les rapports entre les genres, c'est entre hommes, femmes et entre sexes, bien sûr. Hein, donc, c'est ça en histoire. Ça n'a pas été facile parce que, d'abord, je vous le dis, c'est récent. Ensuite, c'est arrivé, venant des États-Unis, il y a eu comment on peut dire, des appréhensions, disons les choses comme ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Les réalités américaines sont-elles les réalités européennes? Sont-elles les réalités françaises? Des questionnements que l'on retrouve aussi sur d'autres problèmes, d'autres problématiques, comme celle du racisme, le racisme systémique. Là, je co-dirige avec des amis un ouvrage sur la construction médiatique des sportifs dits de couleur, milieu 19e, milieu 20e. Et effectivement, ça soulève beaucoup, beaucoup de questionnements. Il n'y a pas d'autres ouvrages qui prennent cette dimension et qui l'analysent au niveau européen. Donc, bon, il devrait sortir fin 23. Ça fera certainement beaucoup parler, en bien et en mal. Mais voilà, ce sont des questionnements, finalement, entre guillemets, récents et qui sont toujours problématiques et qui soulèvent souvent des oppositions plus d'ailleurs à caractère politique que réellement scientifique. Même s'il y a, attention, il y a des éléments épistémologiques sur lesquels il faut discuter, il faut être clair, mais c'est vrai que souvent derrière se cachent des appréhensions politiques et par rapport notamment, même si on l'a dit, ça ne concerne pas que les femmes, mais effectivement, par rapport aux femmes dans la société. C'est très net, c'est très clair. Et par les temps qui courent, malheureusement, ça devient très inquiétant pour certaines choses. Françoise, qu'est-ce qu'un genre biologique et qu'est-ce qu'un sexe? Alors, le genre, hein, on le définit plutôt comme des comportements, des expressions, des identités sociales pour les hommes, pour les femmes, voilà, pour ce genre de choses. Au niveau biologique, peut-être que l'idée, ça serait de repartir finalement, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme. Les deux questions ne peuvent pas vraiment être séparées. Au départ, si on repart du tout début, c'est-à-dire après la fécondation, au moment du développement de l'embryon, on a, au cours de la vie embryonnaire, hein, dans les 6-7 semaines, un fœtus qui possède un appareil génital indifférencié, ce qui veut dire qu'il n'est ni homme ni femme. Les gonades sont indifférenciées et ce qui va faire la différence entre un homme biologiquement et une femme biologiquement, dans la majorité des cas, parce qu'on a toujours, en biologie, on a toujours les exceptions, c'est la présence de gènes qui vont
différencier les gonades, soit en testicules, soit en ovaire. Et parmi ces gènes-là, il y a un gène extrêmement important qui est le gène OSFI. Et ce gène OSFI va induire la différenciation des gonades en testicules embryonnaires. Et en fait, sans ce gène OSFI, l'appareil génital indifférencié va se différencier en appareil génital femelle, c'est-à-dire avec formation d'ovaires. Alors, lorsque ces ovaires se différencient, hein, elles vont produire des hormones et ces hormones vont influencer la mise en place des canaux, des appareils génitaux, le vagin, l'utérus, les trompes de Fallope, puis chez l'homme, le pénis, la prostate, les vésicules séminales, etc. Donc, toutes ces structures, enfin, toutes ces hormones vont amener hein, à la formation des appareils génitaux mâles et femelles. Et elles vont caractériser finalement le sexe de l'individu. Donc, parmi les plus connus hein, d'hormones sexuelles, on a les oestrogènes et la progestérone. Et une fois que ces gonades indifférenciées se sont différenciées soit en testicules, soit en ovaire, eh bien, on va avoir, après la naissance, hein, au moment de la puberté, une activation de ces structures, production d'hormones sexuelles qui vont développer les caractères sexuels secondaires qui vont permettre d'identifier finalement un individu comme étant une femme ou un homme avec le développement des seins pour la femme, la pilosité, la formation des muscles, l'apparition de masse graisseuse pour les femmes qui va être extrêmement important puisqu'en fait elles ont le rôle de gestatrices, hein, c'est elles qui vont mettre au monde, donc elles ont besoin d'énergie. Donc, la masse adipeuse est plus importante chez la femme que chez l'homme parce que c'est elle qui donne naissance. Et puis, on va avoir des différences qui vont être très importantes puisqu'en fait, toutes ces hormones sexuelles ne fonctionnent pas de la même manière pour la production des gamètes chez l'homme et chez la femme. Et donc, alors ce qui peut quand même être intéressant, c'est qu'on n'est pas binaire sur les hormones sexuelles, mais on produit, hein, que ce soit les femmes ou les hommes, on produit un petit peu de testostérone, nous les femmes, et les hommes produisent un petit peu d'oestrogène. Donc, on n'a pas un petit peu d'ocytocine aussi, les hommes produisent un petit peu d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone chez la femme qui est particulièrement présente au moment de la formation de la lactation, hein, et c'est aussi une hormone qui intervient dans le désir. Donc voilà. Donc en fait, on part d'un même point, un appareil génital indifférencié, et sous l'action des gènes, des hormones, va se mettre en place un appareil génital différencié. C'est ce qu'on appelle, nous, le sexe phénotypique. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques macroscopiques, hein, physiques, physiologiques, cellulaires et moléculaires d'un individu. Donc en fait, voilà, on arrive à cette idée-là, c'est que un sexe génétique est à l'origine d'un sexe biologique. On a bien entendu, c'est des propos hein, qui peuvent être modulés quand on a des exceptions. Par exemple, on peut avoir des gens qui ont 3X ou 2X, 1Y, ou un seul X, c'est par exemple le syndrome de Turner. Ces anomalies sont présentes puisqu'elles sont répertoriées au niveau scientifique, hein, elles sont connues, mais très souvent, lorsqu'on a ce type d'anomalie chromosomique, hein, le développement de la cellule s'arrête, hein, et donc on n'a pas obligatoirement naissance d'un individu, on va dire, qui n'a pas le bon karyotype. Ça arrive souvent avec des modifications qui peuvent être cérébrales, avec des retards mentaux, avec une infertilité, mais on peut voir apparaître certains organes, hein,
tels que un pénis atrophié ou la présence à la disons, double voie génitale avec des trompes et des spermidutes. Donc voilà, mais ça reste quand même des exceptions qui sont liées à des anomalies d'homéliose. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Est-ce que l'on a constaté une amélioration de la considération du genre dans l'histoire? Alors, si on veut s'en tenir à l'histoire des sports, c'est quelque chose de très intéressant parce que les sports naissent dans un milieu et un endroit bien précis, même s'il y a des filiations avec les jeux d'autrefois, mais on va faire court. Pour faire simple, les sports naissent à partir du milieu du XVIIIe siècle et s'affirment essentiellement dans le courant du premier XIXe siècle en Angleterre, puis plus globalement dans le Royaume-Uni. Et à partir de l'Angleterre, ils vont se diffuser en Europe, puis dans le reste du monde, en suivant les voyageurs anglais, les ouvriers anglais, etc. Et au départ, les sports naissent pour un but bien précis. Il s'agit de donner une nouvelle idéologie et une nouvelle formation intellectuelle aux élites, les élites qui sont elles aussi nouvelles en partie, issues de la révolution industrielle en plein boom et des vieilles. Or, il faut leur donner désormais une formation intellectuelle qui les prépare à affronter les nouveaux défis économiques, sociaux, culturels, politiques. Donc, ça naît dans un milieu très fermé, qui est celui de l'éducation masculine. Donc, les sports, au départ, sont genrés. Mais alors, comme on ne peut pas l'être plus, si on peut, là encore une fois, faire simple, on peut dire qu'au départ, les pratiques sportives sont pour les hommes riches et blancs. À partir du moment où le sport va quitter le vieux continent, dans un premier temps, il est réservé effectivement aux colonisateurs, disons les choses clairement. Blanc, voilà. Homme avec un petit h, homme, riche, blanc. Donc c'est très nettement genré. Et en fait, la place des femmes à l'intérieur de ces sports, les femmes vont petit à petit creuser, mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Ça l'a été, ça le demeure en partie. Songeons juste à une chose, hein. Lors des premiers Jeux olympiques modernes, en 1896 à Athènes, il y a 0 femme. 0 femme, 0% par conséquent. Au dernier JO, les femmes représentaient 49%. Donc, il a fallu plus d'un siècle, presque un siècle et demi pratiquement, pour arriver tout à fait à la parité. Donc, en souhaitant que cette parité soit une réalité pour les JO de 2024. Encore avant. Et encore, on est là dans la répartition traditionnelle, pour simplifier, homme-femme. Je ne parle même pas voilà, des autres identités de genre, parce que alors là, les combats à mener restent nombreux et ce sera certainement encore plus long, même s'il est vrai aussi que des avancées ont eu lieu dernièrement, mais beaucoup reste à faire encore. Mais c'est dans cette lutte permanente de sortir de ce vieux carcan d'un sport réservé uniquement aux hommes. C'était ça. Le sport est né dans une société très masculine. Le 19e est le triomphe de la virilité. Le triomphe de la virilité, le triomphe du machisme. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est donc une société qui est très compartimentée, socialement, ethniquement, culturellement, etc. Par conséquent, tout ce qui viendrait transgresser ces normes établies et très strictes est considéré comme un danger. Or, le sport étant né comme quelque chose réservé aux hommes, le fait que les femmes veuillent s'y introduire est considéré comme un danger réel. Si on veut exagérer un peu, bien sûr, pour faire un peu de provocation, presque au même titre que les anarchistes au début du socialisme, au début du XXe siècle. Par conséquent, lorsque les femmes vont être acceptées, c'est dans un premier temps très sélectif, les femmes de l'élite, et dans des pratiques, on va dire, qui sont acceptables socialement. Le tennis, par exemple. Il est socialement acceptable parce que c'est réservé à une élite. Donc, ce sont des femmes de la bonne société qui le pratiquent. À partir de ce moment-là, ça rentre dans le cadre du loisir, dans le cadre des vacances, et ça ne remet pas en question les appartenances de genre et ça ne remet pas en question le fonctionnement de la société. Par contre, lorsque les femmes vont vouloir pratiquer, par exemple, le vélo, faire de la bicyclette, là, ça va être beaucoup plus compliqué. On va faire monter au créneau des hygiénistes, des médecins qui vont doctement expliquer que si les femmes font du vélo, elles mettent en danger leur féminité, déjà, donc ce qui est inacceptable dans cette société très, très compartimentée. Et secondo, elles risquent même de devenir stériles dans le sens où
faire du vélo aurait des conséquences sur leur appareil de reproduction, sur l'appareil génital, et par conséquent, elle mettrait en danger, entre guillemets, l'avenir de la race. Et vous le voyez, donc, se mêle, et sans oublier aussi, bien sûr, les questions de respectabilité. Peut-on tolérer qu'une femme enfourche une machine et lève la jambe pour enfourcher la machine? Donc, toute chose qui effraie. Et lorsque finalement, on va consentir à ce que les femmes fassent du vélo, parce qu'on dit oui, finalement, ça peut leur donner un corps en bonne santé, et du coup, elles pourront faire des enfants en meilleure santé, mais on inventera un vélo, enfin, en tout cas, on modifiera la bicyclette. En fait, c'est une bicyclette, mais on modifiera le vélo, on va utiliser le terme pour simplifier, avec, je l'ai connu lorsque j'étais jeune, un vélo pour les filles. C'est-à-dire où on n'a pas besoin de monter en selle, pas besoin de lever la jambe pratiquement pour monter en selle. On n'a pas besoin d'enfourcher, de faire ce geste un peu obscène d'enfourcher. Mais rappelez-vous, finalement, on retrouve la même chose qu'on a vu pour l'équitation. On avait inventé une selle montée en Amazon pour les femmes, de manière à ce qu'elles ne chevauchent pas en non, voilà, encore une fois, il n'est pas ce geste considéré comme obscène et profondément sexualisé, sexuel. Donc, et puis, petit à petit, dans les années 20, il faudra lutter, même dans le tennis, parce que faire du tennis dans le cadre de loisirs, prenons le cas du Grand Hôtel de Vitsavone, qui a un terrain de tennis des avant 14, mais ça ne remet rien en question, elle a dit. En revanche, lorsque les femmes vont vouloir participer à des compétitions de tennis, là, c'est une autre paire de manches. Puisque la femme est réputée impulsive, la femme est réputée répondre non pas à la raison, mais à la pulsion et aux passions. Comment pourrait-elle faire de la compétition? Ce n'est pas possible. Donc là aussi, il va falloir lutter très fortement. Et encore une fois, on va retrouver tous les stéréotypes, et y compris au niveau de la tenue. Comment les femmes, à demi-nues, entre guillemets, sur un court de tennis, bon, ce n'est pas possible. Et là, il faudra de longues luttes. Et cette lutte ne s'achèvera, si tant est qu'elle soit achevée. En tout cas, ne marquera des coups décisifs, sans jouer de mots, réellement que dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Pour faire un résumé de ce que nous a dit Françoise également, les différences biologiques vont intervenir sur l'aspect comme l'action de nos hormones sexuelles sur les caractères sexuels secondaires et sur le fonctionnement de notre cerveau. Nous avons des différences génétiques et hormonales qui ont des influences sur notre fonctionnement physiologique, avec des différences au niveau du cœur et des vaisseaux, au niveau du système immunitaire qui n'agit pas selon les mêmes contraintes. Il y a plus de 20 000 études qui ont porté sur les différences hommes-femmes, comme certaines pathologies au niveau du système nerveux par exemple, des maladies plus fréquentes chez les hommes comme l'autisme et la schizophrénie, et pour les femmes nous observons plus de dépression et la maladie d'Alzheimer. Il y a cependant des hypothèses selon quoi la culture et la place des individus dans la société influenceraient certaines maladies. Et donc, nous constatons que des mères au foyer, qui n'ont que rarement travaillé, sont plus atteintes par la maladie d'Alzheimer ou encore l'anorexie nerveuse, plus observée chez les femmes, contrairement à de la dyslexie plus présente chez les garçons en Europe. Si l'on voit que certains comportements, même du corps et des pathologies, peuvent être induits par la société, certaines interprétations sont-elles influencées par la société sexiste que nous connaissons. Par exemple, pour la fécondation, nous avons toujours dit que l'ovule est passif et que le spermatozoïde est actif et conquérant, des comportements encore très genrés qui sont aujourd'hui remis en question car l'on attribue désormais de façon partagée la fécondation. Dans le magazine de décembre de Pour la science, il y a tout un dossier spécial sur les origines du genre avec en introduction, en novembre 2020 en France, 22% des 18-30 ans disaient ne pas se reconnaître dans les deux catégories de genre, hommes et femmes, selon une enquête IFOP pour le journal Marianne menée auprès d'1 millier de jeunes. Non-binaires, bigenres, agenres, fluides de genre, les nouvelles identités revendiquées proposent des combinaisons inédites entre appartenance de sexe, appartenance de genre et sexualité, et invitent à s'interroger. Quelle est la relation entre sexe biologique et genre social ?
On invoque souvent l'existence de facteurs biologiques qui influenceraient en partie le genre, mais que nous montrent réellement les sciences biologiques? Et si, en retour, la construction culturelle des normes de genre impactait la biologie? Et si, finalement, ces questions pointaient vers une réflexion plus vaste portant sur notre rapport à la biologie? Ensuite, il y a 2 articles intéressants que je vous invite à lire. Le premier sur le champ oublié des femelles, qui nous dit que c'est une déformation culturelle d'exagérer l'importance des différences entre mâles et femelles. Ces études de comportement animal, par le prisme unique de la théorie du genre et de la reproduction, a mené à sous-estimer la diversité et la variabilité des comportements et à attribuer des rôles préconçus aux femelles et aux mâles. Ensuite, il faut sortir des stéréotypes et des 2 biais de recherche scientifique. Le premier qui est d'étudier plus les mâles des femelles et le deuxième qui est idéologique et qui pense que ces rôles genrés sont naturels, conformes aux idées reçues que personne n'a remis en cause pendant longtemps. Le deuxième article est sur la santé des femmes et expose les différences sur la santé de la femme selon que l'on soit dans une population patrilinéaire ou matrilinéaire. Alors, est-ce que la considération du genre féminin a évolué dans l'histoire, Dominique? Oui, la place des femmes dans l'histoire, elle évolue comme celle des hommes, mais je crois que celle des femmes évolue plus maintenant. C'est peut-être pour ça que ça crée autant de crispation. Je ne suis pas historienne, mais je vous renvoie à un livre qui est très facile à lire et qui pose certains jalons après qui vous permettent d'aller vers des sociologues, des historiens, des géographes, des ethnologues. Je vous renvoie à l'ouvrage de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées, et bien sûr à tous les écrits de Michel Perrault, qui est une ethnologue de la femme, je veux dire, donc qui a énormément travaillé sur la qualification de la femme dans l'histoire. Et Michel Perrault dit par exemple dans la préface de Titiou Lecoq, et c'est à mon avis tout est là. Qu'est-ce que petite fille on perçoit quand on nous raconte l'histoire de l'homme? Mais vous l'intégrez, je veux dire, vous ne vous posez pas la question. Quand on nous affirme, par exemple, que le masculin l'emporte sur le féminin dans la grammaire et partout, vous ne vous posez pas la question. Vous vivez avec ça, vous construisez avec ça. Et aujourd'hui, il faut arriver, alors, pas à déconstruire, parce que j'ai pas envie de combattre les différents propos sur la déconstruction des hommes, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Non, enfin, voilà, ça c'est des paroles. Il faut peut-être aller plus loin. Mais oui, comment vous vous construisez lorsque vous allez à l'école, on va dire, l'histoire de l'homme et des civilisations? Voilà, la femme, elle est où? Elle est peut-être dans la civilisation. On va parler des droits de l'homme et du citoyen, mais pas de femmes ni de citoyennes. Mais il faut mettre un grand H. Voilà. Mais quand vous l'entendez pas si c'est un grand H ou un petit H. Vous entendez homme. L'autre exemple aussi qui est flagrant, mais je veux dire, il faut faire avec. On s'est construit là-dessus. Par exemple, votre numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale des femmes, c'est le 2. L'homme, c'est le 1. Gisèle Halimi, dans son livre Une farouche liberté, elle en parle. Elle dit que ce n'est pas, évidemment pas un hasard que les femmes ont été reléguées au second rang essentiellement derrière ce qui semblait être essentiel, les hommes. Donc après, là aussi, c'est philosophique, etc. Mais alors, je sais plus quelle est cette histoire où en fait un homme politique à qui on avait posé la question. Alors je sais plus, il faudrait retrouver donc d'une femme qui avait dit pourquoi le 2. Il lui a dit mais vous voulez pas qu'on vous mette le 0. Bon voilà. Donc les femmes étaient 0, les hommes le 1 ou le 1 et le 2. Il a fallu faire des choix. Mais le choix a été fait.
Et il faut se construire et il faut travailler avec ce choix. Voilà. Mais les femmes, c'est le 2. Voilà. Nous sommes derrière les hommes. Alors, on pourrait mettre des lettres, mais c'est pareil, ça A, B, voilà, il faudrait trouver un autre système. Et on ne va pas remettre le système de la sécurité sociale en jeu aujourd'hui. Je pense qu'ils ont assez à faire avec quelques petits problèmes financiers. On sait dans l'histoire que les femmes, elles ont agi, elles ont écrit, elles ont parfois régné. Mais dans les livres d'histoire, c'est maintenant qu'on commence à en parler. C'est dans les livres scolaires, c'est maintenant qu'on s'attelle. On connaît tous l'histoire de Charlemagne. On ne connaît pas forcément les histoires de femmes qui ont régné. Si, on connaît des femmes qui ont été méchantes, Isabelle de Castille, etc. Voilà. Les autres, on ne sait pas. Et lorsque vous choisissez des livres, moi quand j'essaye de proposer des livres à la lecture, évidemment, je vais vers des livres écrits par des auteurs, Maupassant, Quignard, Michon, Shakespeare. Et après, je m'interroge et je me dis, mais pourquoi tu ne proposerais pas des livres écrits par des autrices, par des écrivaines, par des auteurs, j'utilise les 3 termes comme ça, j'essaye de faire large. Et oui, relire Virginia Woolf, pas forcément étudier à l'école. Voilà, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, on en parle pour la Révolution française, un tout petit peu, voilà. Au Moyen-Âge, il faut savoir, donc, et Titu Lecoq en parle, il y avait des femmes qui étaient maréchales ferrantes, il y avait des femmes qui étaient bâtisseuses de cathédrales. Ça choque à entendre. Il y avait des chevaleresses, il y avait des pintresses, et il y avait des autrices. Le mot autrice, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je le revendique. Pour dire que oui, les femmes ont écrit, et autrice, ça vient de octor, enfin je veux dire acteur, actrice, c'est la même racine. Donc on a accepté acteur, actrice, mais on n'a pas accepté ou mal auteur, autrice. Et c'est l'Académie française, je crois que c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui a supprimé le mot autrice. On dira une femme qui écrit. Voilà. Donc à partir de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, on a renvoyé les femmes au foyer. Voilà. Il a fallu... l'invisibilité sociale a commencé. Voilà, c'est à partir de là. Alors, peut-être avant, mais on n'a pas... j'ai pas la connaissance historique. Si vous prenez par exemple les commandements de Rousseau à Sophie dans les Mille, il dit que la dignité d'une femme est de rester l'inconnu. Et de rester inconnu. C'est Rousseau quand même, c'est pas n'importe qui. Ça ne nous interroge pas. Lorsque vous lisez Ronsard, et Ronsard, mignonne, allons voir si la rose, on l'a tout étudié. À un moment donné, il dit cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. J'ai pas lu beaucoup de poésie ou de livres où on allait dire à un homme attention, on profite de ta jeunesse parce que quand tu vas vieillir, ta beauté va ternir. Voilà. Enfin, les femmes prennent la beauté, les hommes prennent la beauté, c'est une autre beauté, on le dit comme on veut, mais on ne s'est pas posé la question pour les hommes. Lorsque vous écoutez Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, la chanson est magnifique. Vous écoutez ça avec des chœurs, c'est magnifique. Écoutez les paroles. Alors, je veux dire, c'est l'apologie, c'est pas l'apologie, le terme n'est pas exact, parce que c'est une très belle chanson que j'aime écouter, mais il parle d'un féminicide. Pour ne pas la perdre, je l'ai tuée. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une chanson avec ce texte-là. Voilà. Donc, il y a une époque, il y a tout ça qui fait que la place de la femme dans l'histoire, elle évolue. Et dans le nouveau I Vagabondi, la revue des 2 rives de la Méditerranée qui vient de sortir, j'ai eu l'honneur de proposer un texte à la rédaction où en fait c'était simplement un abécédaire féminin où j'ai essayé donc à chaque lettre de mettre des femmes connues, moins connues, à connaître. Je vous pose la question, j'ai cité moi par exemple 3 compositeurs classiques connus.
Oui, vous allez me citer Mozart, Bach, Beethoven. Je dis, OK, puis suivant votre connaissance musicale, je dis, OK, maintenant, citez-moi une femme compositrice connue, enfin, je veux dire, qui a un vrai répertoire classique. Eh bien, ce texte, dans la version audio, j'ai ramé pour trouver. Mais il était impossible de mettre ces paroles sur une musique classique faite par un homme. Enfin, j'étais dans le non-sens par rapport à ce que je voulais. Et donc, j'ai accompagné de l'œuvre d'une grande compositrice du XVIIIe siècle. Et je dis une grande compositrice, c'est qu'elle était connue à son époque. Elle était reconnue. C'était une compositrice lyonnaise, c'est Hélène de Mangeroux, qui a sauvé sa tête, apparemment l'histoire, les légendes veut, de la guillotine en réinterprétant la Marseillaise. Enfin voilà. Et si vous écoutez ses œuvres, elle a fait à peu près une dizaine de sonates. C'est magnifique. Voilà. Mais personne ne connaît Hélène de Mangeroux. Voilà. Même si on apprécie Bach, même si on apprécie Mozart, elle a été la première femme lors de la création du Conservatoire de musique de Paris en 1796 à être professeure de clavecin dans une classe d'hommes. Voilà. Donc, les connaisseurs savent qui elle était. Vous pouvez trouver, lisez sa fiche Wikipédia. Mais dans la réalité, personne ne connaît réellement ces compositrices. Voilà. Donc c'est ça aussi, de rendre visible quelque chose qui n'est pas invisible, parce on peut le trouver facilement, mais on ne va pas le chercher. Voilà. C'est la place des femmes dans l'histoire. Mettre en lumière notre patrimoine, pas à la place du patrimoine, mais à côté du patrimoine. Didier, vous nous avez dit que les femmes étaient considérées comme des grandes passionnées, et c'est pour cela que l'on ne les autorise pas à participer à des compétitions. Est-ce que c'est la seule raison ? Non, bon, ça, c'est une raison importante parce que ça remet en question même le fonctionnement de la société. Comment une femme pourrait-elle avoir un raisonnement qui lui permette de gérer une partie de tennis, pour rester sur l'exemple de tennis? Ce n'est pas possible. Derrière, c'est la remise en cause de toute la pyramide. Pensez qu'au même moment, avant la guerre de 14 et encore dans l'entre-deux-guerres, pour vous dire jusqu'où va ce compartimentage social et de genre, c'est que on sort un peu des sports pour le coup, mais vous avez des pages entières qui sont noircies dans les journaux philatéliques où l'on dit non, les femmes ne peuvent pas collectionner les timbres. C'est pas possible. Pour collectionner les timbres, il faut avoir un esprit rigoureux, il faut savoir classer, compartimenter, ordonner. La femme n'est pas capable de le faire. Donc, c'est on va dire une tare congénitale, tout ça, entre guillemets, bien évidemment, qui fait que c'est tous les défis sociaux qui remettent en question, culturels, politiques même. Parce que si les femmes peuvent participer à des compétitions, si les femmes sont finalement aptes à mener le même jeu que les hommes, encore une fois, sans jeu de mots, cela veut dire que dans les pays où, par exemple, les femmes ne votent pas, si les femmes sont capables des mêmes choses que les hommes, alors pourquoi ne voteraient-elles pas? Et là, alors, ça serait faire sauter les ultimes tabous, en quelque sorte. Donc, il y a tout ça qui est… Et puis, il y a aussi une concurrence. Ça fait une concurrence pour les hommes. Alors, une concurrence qui n'est pas dans les mêmes compétitions, parce qu'il n'y a pas de compétition mixte. Mais il n'empêche, il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Or, on le sait, par exemple, dans le football, ça va échouer. Alors que le football féminin qui tente de naître en 14, qui essaye de se développer dans les années 20, rencontre un vrai écho auprès des femmes et même auprès d'un certain public. Mais là, encore une fois, les fédérations coupent court. Il n'est pas question, encore une fois, de voir des femmes courir sur un terrain. Le danger, la peur, la hantise, c'est également, c'est un des éléments, que le corps féminin se masculinise. Voilà. C'est la grande peur de la masculinisation des femmes et il faut le avec la grande peur de l'homosexualité, c'est-à-dire de la féminisation de l'homme. Voilà. Et là, effectivement, on a des fantasmes terribles, des peurs, paniques, réellement. Il faut que ce soit, d'où dans d'autres domaines de l'habillement, vous savez, l'affaire du pantalon pour les femmes, etc. Voilà. Donc ça reste surtout empêcher tout ce qui peut rendre les frontières perméables. Voilà, c'est ça.
c'est le danger absolu et total. Or, les frontières doivent être étanches. Et comme elles doivent être étanches en genre, comme elles doivent être étanches socialement, comme elles doivent être étanches même ethniquement par rapport au monde colonial, si on veut avoir une petite digression sur le monde colonial. Voilà, tout ce qui remet en question les appartenances, toutes les appartenances qui sont clairement établies dans cette société, qui est vraiment très compartimentée, c'est un danger. Voilà, c'est un danger. Et puis, je vous dis, ça pose clairement la question de l'égalité, homme-femme, bien évidemment. Et si les femmes peuvent faire les mêmes sports que les hommes, à partir de ce moment-là, tous les secteurs dans lesquels les femmes sont minorées devraient s'adapter. Et ça, c'est inconcevable. Et c'est dangereux. C'est dangereux, soyons clairs. Si les femmes sont l'égale des hommes, alors il faudrait les payer de la même manière. Mais on le sait bien au 19e, au 20e et encore de nos jours, moindre en Europe en tout cas, de manière moindre en Europe, mais on emploie les femmes parce qu'on sait qu'on peut les payer moins cher, on peut les faire travailler plus et les payer moins cher que les hommes. Au 19e, 20e, c'est très net, c'est très clair. Voilà, c'est ça. La femme, c'est vraiment une sorte, entre guillemets, encore une fois, une sorte de lupen-prolétariat que l'on peut exploiter. Et encore aujourd'hui, regardons certains métiers, les moins qualifiés, qui sont très fortement féminisés. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, par des femmes qui viennent, bien sûr, des catégories sociales défavorisées ou qui sont issues de l'immigration. Là, également, il y a encore une fois une assignation de genre très, très, très nette de ce côté-là. Même pour les sports, vous savez, regardez, si on va regarder la danse ou la gymnastique, le taux de féminisation est certainement plus fort que dans le football ou le rugby. Donc, il reste encore là des mondes très, très compartimentés, même si les choses, heureusement, bougent depuis quelques années. Oui. Françoise, quels sont les stéréotypes scientifiques trop facilement accordés au genre sans réel fondement? Il y a un impact de la société très, très important, mais il y a aussi une petite responsabilité des sciences de la vie, entre guillemets, par rapport à la mise en place de ces stéréotypes. Mais les deux sont très liés. La biologie a apporté sa pierre, on va dire, à l'édifice de la mise en place des stéréotypes. Si on repart sur Darwin, hein, qui est la personne qui a travaillé sur ce qu'on appelle la sélection naturelle, en disant, voilà, pour qu'il y ait reproduction, pour qu'il y ait la meilleure reproduction, il faut la femelle la plus forte, il faut le mâle le plus fort. Il a commencer à mettre en place une idée d'un stéréotype. Et en étudiant le comportement des animaux, en particulier celui des oiseaux, il émet un postulat qui est qu'une femelle est timide, mais un mâle est ardent, et donc des comportements différents. En 1948, Angus Mettmann, lui, va travailler sur les drosophiles, donc ces petites mouches du vinaigre qui ont été très étudiées en sciences d'un point de vue génétique. Il s'intéresse aux gamètes et met en évidence que voilà, l'ovule, enfin l'ovocyte chez les femelles, ce qui donnera ensuite l'ovule une fois fécondé, le gamète femelle est souvent un gamète très, très gros, très riche en lipides, en réserves nutritives, et peu nombreux, alors que chez le mâle, le nombre de gamètes est très important, se déplace, est actif, et donc ça renforce un petit peu l'idée de Darwin que voilà, une femelle va aller sur son petit nid, se fait courtiser, les mâles. Il a étudié essentiellement des animaux qui avaient un dimorphisme sexuel bien prononcé, donc ça lui permet de reconnaître le mâle de la femelle. Et donc, il estime que voilà, les mâles en étant plus actifs, ils vont plus se bagarrer. Donc, ça met en place les stéréotypes. Et puis, on accentue cette séparation des genres avec Robert Rivers, qui montre par des études que l'investissement de l'homme et de la femme n'est pas le même au niveau parental.
que la femme va être beaucoup plus présente pour nourrir les enfants déjà, pour s'en occuper. Elle a 9 mois d'imprégnation hormonale dans son cerveau qui fait qu'il y a un lien très fort entre la femme et l'enfant. C'est on pourrait reparler un petit peu d'épigénétisme à ce moment-là. L'homme va peut-être être moins dans nos sociétés attaché à s'investir en 1900, dans les années 1970. Hein. L'homme, il va travailler à l'usine, il va ramener l'argent, la femme est à la maison, elle prépare les petits plats, etc. Et donc, à partir de cette étude-là, finalement, on finit par créer des rôles préconçus aux hommes et aux femmes. Et on crée une dichotomie qui amène à ces inégalités et à renforcer les stéréotypes courants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces études sociales amènent quand même à visualiser une évolution des stéréotypes et entre peut-être les années 1970 et aujourd'hui, on a des nouvelles caractéristiques qui sont attribuées à la femme et à l'homme. Parmi, par exemple, on a gagné en organisation, parmi nos caractéristiques positives. On garde nos capacités spatiales inférieures à celles de l'homme. C'est notre fameux sens de l'orientation qui ne serait pas bon. La faiblesse psychologique est aussi notée comme une caractéristique négative. Mais aujourd'hui, on sait, par exemple, voilà, pour une dépression postpartum dont on ne voulait pas entendre parler dans certaines années en disant c'est une mauvaise mère, elle n'aime pas son enfant, etc., elle ne veut pas s'en occuper. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour une dépression postpartum, on a d'autres choses qui interviennent qui ne sont pas que des problèmes psychologiques, mais aussi peut-être voilà, une inactivation moléculaire transitoire par un déficit en ocytocine, et que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoirement uniquement lié à une humeur. Didier, on parlait de la respectabilité d'une femme à lever la jambe pour enfourcher un vélo. Est-ce que les vêtements sportifs sont également des motifs de discrimination et d'exclusion ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Dans un premier temps, alors là, on passe d'un extrême à l'autre, si j'ose dire, parce que dans un premier temps, le corps doit être, regardez les photographies, doit être couvert. Voilà, le corps féminin est dangereux. Hein, le corps féminin est dangereux parce qu'il perturbe l'homme. L'homme étant l'éternelle victime depuis Adam et Ève, dans le monde chrétien, évidemment. La femme est responsable de la chute de l'homme et ça reste fortement ancré, même dans des sociétés qui se laïcisent ou qui laissent petit à petit la religion de côté. Il empêche la structure culturelle et sociale, elle est bien là. Oui, c'est un danger. Le corps féminin doit être d'abord dissimulé. Puis, lorsque finalement, dans les années 50, 60, 70, surtout les 80, lorsque finalement les femmes ont été acceptées à l'intérieur des pratiques sportives, alors là, on va sexualiser le corps de la sportive. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que là, on va des tenues de plus en plus courtes, des tenues moulantes, faites finalement pour mettre en valeur, entre guillemets, la féminité. C'est-à-dire, là, encore une fois, une construction sociale de ce que doit être la femme, de ce que doit être le corps de la femme, de ce qu'il doit représenter, de la manière dont il doit être mis, entre guillemets, en valeur. En des termes, finalement, de domination, presque quand on parle de mise en valeur, c'est presque des critères coloniaux de ce point de vue-là. Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un corps qui est dangereux et qui doit être caché, dissimulé, ou en tout cas contenu dans des limites, à un corps que l'on va valoriser, mais valoriser de manière très sexiste, de manière à ce qu'il corresponde à ce que sont finalement les attentes ou les pseudo-attentes des hommes. Voilà. Et effectivement, ce sont les sportives où on va insister, aujourd'hui encore, plus sur leur physique et sur leur beauté, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on attend, encore une fois, ce que sont les critères de la beauté, on va plus insister là-dessus que sur leur qualité sportive. On va en parler évidemment, mais regardez, c'est encore très net. Elle est voilà, très, très forte, et en plus, elle est jolie, elle est charmante, elle est là. Voilà, oui, et le corps, encore une fois,
Et là, on est passé, on dit, d'un extrême à l'autre, mais malheureusement, hein, de mauvais extrêmes. L'idéal, si vous voulez, ce sera le jour où on parlera d'une sportive sans parler une seule fois du fait qu'elle soit belle ou jolie. Voilà. On ne parlera, on l'interviewera, on ne parlera avec elle que pour ses qualités sportives et pour ce qu'elle a fait, les matchs ou les parties de tennis, peu importe. Voilà. C'est ça. Ce jour-là, on aura peut-être fini avec certaines représentations. Donc voilà, donc j'en étais qu'on avait une évolution des stéréotypes courants aujourd'hui, euh, et que cette évolution, ben, enfin, cette évolution des stéréotypes, elle est liée à l'introduction de la femme dans le monde du travail et dans l'éducation. Euh, on s'aperçoit hein, que finalement, le fait que la femme rentre dans le marché du travail, ça contraint les hommes de la société à peut-être, par rapport aux années 1970, revenir vers peut-être une aide plus importante au sein du couple. Euh, le, c'est, Ce qui va avoir aussi une conséquence, c'est que on va, dans les nouvelles caractéristiques positives, finalement, les négatives, elles évoluent chez la femme, mais elles évoluent beaucoup chez l'homme. Et chez l'homme, on va retrouver des caractéristiques négatives comme le manque de loyauté, le comportement enfantin, l'oisiveté, le manque d'organisation, choses qu'on considérait comme normales. L'homme rentrait, il prenait son journal, il s'asseyait dans son fauteuil et il lisait le journal, c'était normal. Aujourd'hui, dans les stéréotypes, le côté négatif, entre guillemets, de l'homme apparaît beaucoup plus. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. Mais si on revient à la biologie, le fait que les femmes entrent dans le marché du travail, c'est surtout qu'elles ont un meilleur accès à l'éducation. Et qui dit éducation dit fonctionnement cérébral, dit augmentation de ses capacités cognitives, de raisonnement, etc. Et on s'aperçoit que finalement, sur certaines différences, ce qu'on appelle les performances cognitives, eh bien, il n'y a peut-être pas autant de différences que ça. Et autant on a de très nombreuses publications qui parlent de la différence entre les sexes au niveau physiologique et tout, qui accentuent l'idée que les hommes et les femmes sont très différents, autant les publications où on montre les points communs sont pas toujours considérées comme des avancées et sont beaucoup moins porteuses, beaucoup moins vendeuses. Et donc, on en parle moins. Et quand on fait il y a certaines études hein, sur ce qu'on appelle les études de performance, c'est-à-dire où on évalue euh, par rapport par rapport à une société, le côté d'émancipation de la femme et l'accès à l'éducation, on s'aperçoit que dans les pays comme la Norvège, la Suède, où finalement l'émancipation de la femme est importante et que la présence des femmes au travail est importante et qu'elles ont un bon accès à l'éducation, et bien que les performances sont réduites, l'écart entre les performances sont réduites, c'est-à-dire par exemple dans le domaine des mathématiques, eh bien, une fille, finalement, raisonne aussi bien qu'un garçon et peut-être même mieux. Et c'est vrai que même si ça ne se voit pas, des initiatives comme amener les filles vers des matières scientifiques, vers de la biologie, des mathématiques, de la physique, contribuent à réduire cet écart de performance et finalement à montrer que d'un point de vue cérébral, même s'il y a des différences cérébrales, certaines choses peuvent être assez proches, voire identiques, voire certaines filles peuvent être d'excellentes mathématiciennes, meilleures mathématiciennes que certains hommes. Donc voilà. Inversement, hein, dans des sociétés où l'émancipation de la femme, où l'accès au travail est plus compliqué, on va avoir un écart de performance qui va être beaucoup plus élevé, hein,
Euh, et puis, ça a aussi des conséquences sur la santé. C'est-à-dire que finalement, une femme qui n'est pas indépendante, qui a besoin d'être, qui est au sein d'une société où l'homme va contrôler les apports, et bien la femme va avoir plus de problèmes médicaux, etc. Et ça a toujours existé, hein, l'accès à la nourriture, lorsqu'il est rapporté que par l'un des deux partenaires, finalement, c'est celui qui rapporte qui se sert et puis l'autre qui suit. Alors, il faut faire attention, hein, parce que dans le monde de la nature, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Euh, des fois, ce sont les femelles, hein, qui ont accès à la nourriture en premier, puis ensuite les mâles. Euh, mais dans notre société extrêmement hiérarchisée, avec un dogme darwiniste, hein, finalement, l'homme est fonctionnel et la femme plutôt apathique, on reste dans des choses qui sont assez, voilà, qui sont assez binaires, même si au niveau science, on est en train de montrer que on a, on a des différences, mais que ces différences-là, finalement, elles sont pas, euh, elles ne permettent pas elles ne devraient pas permettre de créer des inégalités. On est complémentaires physiologiquement, biologiquement, et pour que ça fonctionne, ce serait bien que tout arrive à se mettre un petit peu plus, plus en adéquation, sans renier, hein. L'idée n'est peut-être pas de mettre tout le monde sur le pied d'égalité, parce qu'on n'est pas égaux physiologiquement, mais au moins de trouver un équilibre où chacun aura sa place sans obligatoirement avoir une pression plus masculine ou plus féminine, hein, suivant les cas, de l'un ou l'autre individu. Donc voilà, on est dans une société stéréotypée, elle restera à mon avis stéréotypée pendant un certain temps, mais les choses évoluent et elles évolueront aussi avec la science, puisque comme physiologiquement on est différent, on s'aperçoit aujourd'hui que la médecine est en train de prendre en compte que ces différences doivent être aussi apportées dans la pratique médicale et qu'on ne va pas pouvoir, on ne peut plus soigner un homme comme on soigne une femme. Euh, que chaque individu, finalement, euh, n'est pas capable de métaboliser de la même manière le médicament, que certains médicaments sont plus fonctionnels, fonctionnent mieux chez les hommes que chez les femmes, ou inversement. Et donc, euh, et donc voilà, donc ces stéréotypes vont peut-être se lisser finalement au cours des prochaines années en fonction de ce qu'on découvrira. Euh, et peut-être que si on fait une plus grande part à ce qui ne nous différencie pas, mais de ce qui nous identifie en tant qu'être humain, peut-être qu'aussi ces stéréotypes deviendront moins importants. Cela me fait penser au livre de Ben Never, Je ne suis pas viril, qui va déconstruire tout au long de son ouvrage la virilité toxique des hommes qui les empêchent d'être eux-mêmes. Ces impératifs de genre qui doivent vraiment être diamétralement opposés pour le bon fonctionnement, soi-disant, de la société. On a parlé de stéréotypes de genre et ces stéréotypes de genre amènent à du sexisme chez les femmes. C'est très connu, mais également chez les hommes, ce qui est moins connu car très peu d'hommes eux-mêmes s'emparent du sujet. Au final, dans le sport Didier, ce n'est pas qu'un problème de sexisme, mais bien un problème d'inclusion au sens large du terme. Ça touche les personnes de couleur, à la communauté LGBTQIA+, aux personnes croyantes comme les femmes voilées qui ne peuvent pas exercer de sport, etc. C'est uniquement réservé à un type de population, et si pour les hommes, la sélection s'est élargie, elle s'est beaucoup moins manifestée chez les femmes. Voilà, si on compare avec les années 70, par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, hein, en bien, bien sûr, en bien. Après, il est évident qu'il reste des problèmes, puis on l'a dit, dans un moment historique compliqué, difficile, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et du coup, tout ce qui est différent
euh, est considéré comme dangereux. Voilà, est considéré comme dangereux. C'est une évidence. En période, on va dire, de crise des valeurs, des valeurs, entendons-nous bien. Crise des valeurs dans le sens pratiquement de crise de civilisation. C'est-à-dire, on est dans une période de profonde mutation. Les réalités politiques, culturelles, économiques, il y a une cinquantaine d'années, se sont évaporées, ou sont en train de disparaître. Les choses qui les remplacent sont mal maîtrisées, sont mal appréhendées, font peur. La mondialisation, qui peut être quelque chose de très positif, a également des aspects négatifs. Or, les populations, très souvent, vivent d'abord les aspects négatifs, subissent les aspects négatifs. Et c'est vrai que pour ce qu'on appelle, entre guillemets, les populistes, hein, finalement, pour les alchimistes de la peur et de la haine, c'est un temps béni. C'est un temps béni. Et le sport ne peut pas y échapper. Le sport est dans la société, il ne peut pas y échapper. Même si, encore une fois, hein, ça a changé depuis les années 70. Rappelez-vous, en 67, 68, hein, la première femme qui s'inscrit au marathon de Boston, je crois, le marathon de Boston, est agressée parce qu'elle a osé s'inscrire. Alors, elle s'est inscrite par un subterfuge. C'est qu'elle n'a donné que l'initiale de son prénom. Un J. Bon, un J aux États-Unis, ça peut être n'importe qui. Ça peut être John, ça peut être Jerry, OK, on veut. Et voilà. C'est comme ça qu'elle a pu s'inscrire. Mais lorsque les organisateurs l'ont vu courir, ce sont les organisateurs qui l'ont agressée. Donc, on n'en est plus là. On n'est plus là, malheureusement. Même si, ne l'oublions pas, pour rester encore une fois en Europe, vous avez des équipes féminines de foot, par exemple, qui parfois ont du mal à se présenter sur les terrains parce qu'elles sont victimes de violences et d'agressions parfois. Donc, non, attention, les choses ont changé, ne soyons pas négatifs. Heureusement, je pense voilà, une mécanique positive est enclenchée, mais par les temps qui courent, ça devient plus difficile, c'est certain, ça devient plus difficile. Est-ce que l'on pourrait redire les grandes lignes de l'évolution du sport, Didier? Avant la guerre de 14, déjà, ce sont des femmes qui vont s'inscrire dans les pratiques, on va dire, élitistes, sportives élitistes, de loisirs. Dans l'entre-deux, pour faire simple, hein, dans l'entre-deux-guerres, les femmes s'inscrivent dans la compétition, non sans difficulté, non sans difficulté. Certaines leur sont interdites. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est moins. Je crois qu'en 1960, au JO, oui, on passe déjà pareil, au JO de 60 à Rome, je crois que les femmes représentent 11% des athlètes. 11% des athlètes en 1960. Hein. Donc, plus d'un demi-siècle après le retour des JO. Là, après la Seconde Guerre mondiale, et surtout dans les années 60-70, il y a de véritables percées qui sont réalisées avec l'acceptation de compétitions pour les hommes et pour les femmes, et l'acceptation des femmes aux Jeux Olympiques, mais avec, encore une fois, on l'a dit, il faut attendre les derniers JO, donc de 2021, puisqu'ils ont été décalés à cause du Covid, pour que l'on arrive à 49% de femmes. Donc, on peut dire que c'est surtout le second après-guerre, et surtout les années 60, 70, 80 et jusqu'à nos jours, qui sont les années on peut dire de grande victoire pour, en tout cas, pour les questions de genre, on va dire traditionnelles, hommes-femmes. Pour les autres, ça reste encore un combat de très, très, très longue haleine. Voilà, les évolutions sont ainsi scandées. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un autre. Bon, pensons aussi au combat qu'ont dû mener et que mènent encore les personnes porteuses de handicap. Parce que là aussi, si on veut simplement, on va dire, oui, mais il y a les Jeux paralympiques comme il y a les Jeux aux Olympiques. D'accord, OK. Mais ils ont lieu après. Et écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête. Et si on fait un petit tableau où d'un côté, on va mettre le nombre d'heures consacrées aux JO et le nombre d'heures de télévision, je veux dire, consacrées aux Jeux paralympiques, le tableau serait parlant de lui-même. Au niveau de la rémunération aussi. Il y a attention, là aussi, le combat est engagé. Les footballeuses américaines ont remporté de beaux succès. Avec le mot d'ordre, c'était en français, donc ça donnait à jeu égal, paye égal. Voilà, je joue donc je fais. Voilà, bon, après, il est évident que, vu là, si on reste dans le monde du football, vu que le football est totalement intégré à la sphère marchande,
et financière. Le football masculin, notamment inclus dans l'affaire. Les salaires et les contrats n'ont rien à voir avec ce que les femmes touchent, évidemment. Alors que dire dans d'autres sports où les femmes sont plus en retrait encore, en son rugby ou d'autres encore, bon, peut-être, mais là, effectivement, il y a un long combat déjà pour arriver à des compétitions qui soient couvertes de la même manière en termes d'audience et donc en termes de retombées financières pour les pratiquantes. Là, il y a encore un très, très long chemin à faire. Un très, très long chemin à faire. On en est bien loin. Hein. Là, encore une fois, il suffit de regarder ce que gagne la footballeuse qui est la mieux payée, ce que gagne Messi ou Ronaldo pour rester sur des cas très, très classiques. On est dans deux mondes totalement différents. Oui. Là, mais bon, on le sait, hein, il n'y a pas que dans ces domaines-là. Mais là, oui, c'est vrai, le gouffre est énorme. Non, après, sur le sport, ce qui est intéressant, vous voyez, par exemple, vous parliez des femmes avec le voile. En Iran, c'est intéressant parce que finalement, on a consenti aux femmes quelques ouvertures sportives, très, 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 très peu, hein, ou dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, mais avec à la clé, justement, qu'elles gardent le voile, c'est-à-dire qu'elles restent, encore une fois, ramenées à une situation d'infériorité. Et donc, c'est très vicieux de ce point de vue-là, très, très vicieux. Le régime iranien a lâché un petit bout, a autorisé les femmes, par exemple, à assister à un match de football masculin. Mais ça a été très court, très, très court. Et très vite, le régime a interdit aux femmes. Vous savez que pour les qualifications pour la Coupe du Monde, l'équipe d'Iran a joué donc au début, un peu avant les qualifications, les femmes avaient pu assister au match. Pour les qualifications, n'ont pas eu le droit. Il y a eu des incidents d'ailleurs que la presse a assez peu rapporté, mais il y a eu une répression déjà. Autrement dit, ce qui se passe à l'heure actuelle en Iran n'est évidemment pas né spontanément. Hein, c'est un processus ancien. Et là, pour les femmes, il y a encore une fois, voilà, c'est lutter de ce point de vue, assister à une rencontre de football masculin. C'est encore fait partie du combat, notamment. Mais là, bon, c'est un autre domaine, dans d'autres enjeux. Bon, si on veut se cantonner à l'Europe, ce qui est déjà beaucoup, hein, il y a pas mal de choses. Puis je vous dis, après, il y a la question économique, il faut être clair. Hein. Si demain, il est démontré, entre guillemets, que les pratiques LGBT ou autres sportives, ça va ramener de l'argent, vous aurez des compétitions télévisées. Il n'y aura pas de soucis de ce point de vue-là. Hein. Et il faut le prendre en compte, il faut le savoir. Ça peut être un outil utilisé. Voilà, même si on n'apprécie pas cette marchandisation. Moi, je ne regarde plus le football à la télé depuis des années. Je ne mets même plus la télé d'ailleurs. Est-ce que le sport est politique ? Oui, évidemment. D'abord, le sport est né comme politique. Bon, de toute façon, la meilleure preuve que le sport est politique, c'est qu'il n'arrête pas d'affirmer qu'il ne l'est pas. À partir du moment où vous ne cessez de répéter que le sport, ce n'est pas de la politique, le sport, ce n'est pas la politique, c'est là quelque chose. Et puis, si on veut jouer un peu le BA, l'imbécile, on pourrait dire, mais alors, si le sport n'est pas politique, pourquoi il y a un ministère des Sports il y a un problème à un moment donné. Oui, le sport est éminemment politique. D'abord parce qu'il est né, on l'a dit, comme un élément de formation des élites. Il est né comme un élément de formation des élites pour qu'elles puissent dominer ce nouveau monde qui s'offre à elles, le monde de la révolution industrielle. Donc, il est intimement et éminemment politique, bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Après, il s'en défend parce qu'il prétend à l'œcuménisme et parce que également, comme il prétend à l'œcuménisme, il veut intéresser et toucher tout le monde et vendre aussi du papier et des heures d'audience sur les réseaux sociaux ou la télévision ou autre. Mais oui, bien sûr, il est éminemment politique. S'il est réservé qu'aux hommes, au départ, c'est pas pour rien. Si il n'est réservé qu'aux pratiquants de l'élite, ce n'est pas pour rien. Et si dans les colonies, on refuse dans un premier temps que les colonisés pratiquent, ce n'est pas pour rien. Voilà. Hein. Lorsque les dictatures, quelles qu'elles soient, organisent des Coupes du Monde de foot ou des Jeux olympiques, ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Et lorsque les démocraties le font, ce n'est pas pour rien non plus. Je veux dire, il est évident, par exemple, que si on va rester dans cet exemple historique classique, que les Jeux Olympiques de Rome en 1960, ils ont aussi pour but d'effacer la Coupe du Monde de football de 1934, organisée par Mussolini, organisée par le fascisme. C'est une évidence. D'ailleurs, vous savez, symboliquement, le départ du marathon à Rome en 60, qui va être remporté par un Éthiopien, le départ du marathon a lieu de l'endroit même où étaient parties les troupes fascistes pour la conquête de l'Éthiopie en 1935.
Voilà, c'est-à-dire, on veut effacer. Oui, oui, évidemment, c'est intimement et éminemment politique. Et plus on répète qu'il n'est pas politique, plus ça prouve qu'il est politique. Et puis, il sert à faire passer des messages justement, sous le couvert de l'apolitisme. On l'a vu par rapport aux femmes. Non, c'est pas qu'on est contre, mais finalement, ça intéresserait qui? Et je vous rappelle que à la fin des années 80, un dirigeant du football français avait déclaré que le seul point commun entre les femmes et le football, c'était le F initial. Donc voilà, ça veut dire, bon, finalement, non, c'est pas qu'on est, mais bon, voilà. Et puis, c'est pas beau. Ou alors, on a cet argument, mais oui, mais une femme qui fait du rugby, c'est pas beau. Ça veut dire quoi? Voilà, on fait passer des messages, évidemment, c'est évidemment politique, oui. Bien sûr, le sport est politique, bien sûr. Donc, lorsque l'on minimise les minorités médiatiques dans le sport, c'est une volonté politique d'exclusion. Oui, alors c'est encore plus subtil que ça, parce qu'en fait, alors on le voit bien avec le sport aux États-Unis, où c'est encore plus net, même si là encore des choses sont en train de changer, heureusement. Mais finalement, mais on le voit aussi ce discours en Europe d'ailleurs, et en France également, euh, on peut vanter, et on va même vanter la réussite d'un sportif dit de couleur, hein, entre guillemets, comme on dit, dit de couleur, ainsi, ou issu de quartiers populaires ou de minorités. On va le vanter, on va dire, voilà, vous voyez, il a réussi, c'est bien. Mais en même temps, c'est un piège terrible, parce que ça veut dire, oui, vous pouvez vous élever socialement, mais dans et par le sport uniquement. Ne rêvez pas. Voilà, c'est ça, quelqu'un de couleur ou qui appartient à une minorité sociale, peu importe. C'était, en fait, on vous donne l'exemple du sport comme valorisant, à juste titre, mais en même temps, si vous voulez, c'est une façon de dire, voilà, pour vous, la réussite, elle est là et uniquement là. Voilà. On ne va pas vous dire, en gros, ce n'est pas dit, mais en gros, ça veut dire, ben, ne rêvez pas, vous ne serez pas ingénieur ou professeur des universités ou que sais-je, ou un homme d'affaires. Non, pour vous, c'est ça. La réussite, elle est là. Et donc, c'est enfermer, encore une fois, les gens dans des cases bien prédestinées. Alors, d'ailleurs, bon, les choses ont changé, hein, mais dans les années 90-2000, il était paru une thèse qui avait été faite sur la place des joueurs les postes de joueurs dans le basket américain de mémoire. Hein. Et on voyait comment finalement certains postes étaient destinés à certaines catégories de personnes. Voilà. On l'a vu en France avec les délires d'un entraîneur de l'équipe de France en disant que bon, finalement, les défenseurs, il faut que ce soit des noirs. Voilà. Il n'y a que les joueurs noirs qui peuvent être de bons défenseurs. Voilà. C'est ça. En fait, c'est un piège, là, encore une fois, qui se referme. Françoise, d'un point de vue scientifique, quelles sont les grandes différences de rôle humain et des rôles des animaux? J'ai envie de dire, l'homme avec un grand H est un animal comme un autre. Ce qui nous différencie, c'est certainement le fait qu'on soit dans une société, qu'on ait un mode de communication très, très évolué. Mais si on regarde la place au sein du groupe des mâles et des femelles chez les animaux, on va retrouver énormément d'éléments communs avec ce que l'on voit comme comportement chez nous. On a des sociétés où, parmi les primates, où on a des singes mâles qui s'occupent des petits et de l'éducation des petits, les femelles s'en désintéressent. On a des femelles qui vont avoir des comportements qui vont tuer leurs petits lorsqu'elles s'aperçoivent qu'elles n'ont plus assez qu'elles n'ont pas assez d'accès à la nourriture. On a des sociétés où on a un mâle dominant et une femelle dominante, où les petits d'une autre femelle peuvent être tués par la femelle dominante. Donc on a une forme de violence qui existe, mais parce que voilà, si elle tue la femelle, si elle tue l'enfant de la femelle qui est sur le niveau du grade en dessous, eh bien finalement cette femelle-là, elle a du lait et elle pourra prendre en charge son petit plus longtemps et donc favoriser le développement de l'enfant du couple dominant. Donc en fait, quand on parle quand on parle de violence, il y a de la violence dans le règne animal. On a les otaries à fourrure, les gros mâles, le mâle dominant,
va féconder toutes les femelles et il interdit aux jeunes mâles de le faire. Les jeunes mâles, ils sont en route comme le mâle dominant, ils vont prendre tout ce qui est autour, qui leur est physiquement inférieur pour évacuer le stress du rut. Nous, on mettrait des termes comme viol, comme inceste, parce qu'on est dans une société où on a établi des règles. Voilà, les animaux ne se posent pas la question. L'exemple des bonobos est toujours amusant, mais euh, très intéressant. Tout conflit est réglé par un acte sexuel, qu'il soit entre deux femelles, deux mâles, un mâle, une femelle, un jeune, une vieille. La notion, là, c'est une notion de plaisir où on se réconforte, on s'aime, et on oublie ce qui nous différencie, ce qui va créer notre conflit. C'est une vision des choses à laquelle l'homme n'est peut-être pas prêt de, de, de se pencher. Mais la distribution des rôles, même sur des espèces où on va dire qu'il n'y a pas obligatoirement un sens de la communauté très, très important, par exemple, l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les œufs et qui permet le développement des embryons. Dans les animaux dont on ne peut pas forcément identifier le sexe, chez certains oiseaux ou autres, on s'aperçoit que finalement, on a des comportements d'homosexualité et que de temps en temps, une femelle qui vient, oui, parce que pour faire un enfant, il faut avoir un mâle et une femelle, mais que son rôle n'est juste qu'un rôle de reproduction. Une fois que les œufs sont pondus, c'est le cas des manchots, ce sont les pères qui s'occupent du petit. Et jusqu'à ce qu'on, je dirais, on soulève la queue du manchot pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, on a très longtemps pensé que c'était des couples mâle-femelle qui étaient inséparables. L'idée que chez certains oiseaux, il y ait juste un mâle et une femelle à vie et que c'est un couple à vie. Aujourd'hui, on sait qu'une femelle peut avoir une couvée avec des œufs dont les petits sont génétiquement issus de 5 ou 6 paires. Ça veut dire que quand on a 8 œufs, si on a 5 ou 6 paires, ça veut dire qu'on a eu une reproduction différente. Donc voilà, le, la différence, je pense, entre les animaux et l'homme, c'est que les animaux fonctionnent par rapport à la meilleure capacité à maintenir l'espèce. C'est-à-dire il faut que les petits soient capables de se débrouiller, soient capables de vivre et d'affronter ce qui va leur arriver pour se reproduire et pérenniser une espèce. Nous, on n'est plus, de par la création de la société, de la hiérarchie, des répartitions des tâches. On n'est plus dans il va falloir procréer pour faire survivre l'espèce. Donc on se pose pas, enfin, on n'a pas le même comportement, mais on peut retrouver on va dire, des choses qui vont être similaires. Et quand on dit que voilà, les dauphins sont des violeurs, on y met une consonance anthropomorphique, c'est-à-dire par rapport à nous, par rapport à l'humain. Le dauphin, il fait ce qu'il a à faire. Point. Il maintient son espèce. Violemment peut-être, mais pas plus violemment que le canard colvert, qui est capable, où la femelle est soumise à des assauts de 5 ou 6 mâles et ils lui maintiennent la tête sous l'eau et il peut en mourir. Donc voilà, donc on a, un regard oui, un regard d'humain sur le monde animal. Les animaux n'ont pas de regard d'animaux sur notre monde à nous. Je pense que c'est pas leur souci. Donc voilà. On a des choses qui sont aussi rigolotes au niveau sexué. On s'est aperçu, par exemple, que le dragon de Komodo,
ce reptile fossile, hein, puisqu'en fait, c'est une espèce qui est présente sur Terre depuis très très longtemps, est capable de s'auto-fertiliser. Donc, on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir un mâle et une femelle. Euh, Depuis très longtemps, on sait que pour certains lézards ou certaines tortues, l'élévation de la température au niveau de l'œuf va permettre d'orienter la différenciation en mâle ou femelle. Et dans un nid de tortue, eh bien, les œufs qui sont du dessus vont être plutôt des œufs qui vont euh, donner, qui à l'éclosion vont laisser partir des mâles, parce qu'en fait, à une température élevée, on va avoir une évolution de la différenciation vers le mâle, alors qu'inversement, euh, au fond au fond du nid, on trouvera essentiellement des femelles. On a aussi des cas rares de reptiles qui ont changé de sexe. Je crois que c'est en Australie, dans un parc, le mâle d'un lézard est mort, et donc la femelle dominante a changé de sexe et est devenue mâle. Ça reste des exceptions, mais euh, la seule et unique raison pour que ça se soit passé comme ça, c'était la pérennité de l'espèce. Il fallait, donc je ne pense pas que ça soit conscient, et ils disent pas un jour coucou, je change de sexe. C'est voilà, il n'y a plus de mal, il n'y a plus la possibilité, donc il n'y a plus les messages, on va dire, de rencontre homme-femme, mâle-femelle qui sont présents, et ça peut avoir induit une modification du fonctionnement de l'appareil génital chez la femelle qui était la plus proche du mâle. Donc ça, c'est des choses qui sont très à l'étude, hein, et finalement, peut-être que notre stéréotype à nous, hein, c'est de nous être enfermés en disant, voilà, il y a un homme, une femme, une famille, des enfants, euh, alors que dans la nature, il y a un clan, un groupe, ça peut être deux mâles, une femelle, plusieurs femelles, un mâle, et le but, c'est voilà, de prendre soin des enfants qui se développent, qui passent à l'âge adulte pour eux-mêmes se reproduire. Donc, on a certainement modifié les choses par rapport à la vie animale, non humaine, on va dire. Après avoir redéfini ce qu'était un genre au niveau littéraire, au niveau historique et au niveau scientifique, quelle est l'ouverture littéraire de nos invités? Écoutons-les. Alors, que racontent 21 femmes qui font la Corse? Eh bien, ça raconte le parcours, le chemin de vie de 21... alors, 21 femmes, personnellement, je dis 21 personnages parce que j'ai l'humilité de croire qu'elles ne m'ont dit que ce qu'elles voulaient me donner. Et je ne les connais pas dans leur entièreté. On a cheminé ensemble. C'est elles qui m'ont prise par la main et m'ont amenée dans leur chemin de vie, et de temps en temps, on s'arrêtait au détour d'un caillou, au détour d'un rocher. On faisait le tour 2-3 fois parce que ça pouvait être important. Et on a continué, on a cheminé pour arriver, partir d'un point A à un point B qui n'est pas un point B, parce que c'est une aventure qui continue. Voilà pourquoi 21 femmes, et je dis bien chaque fois que je le peux que ce n'est pas les 21 femmes qui font la Corse, parce que si je dis les 21 femmes, ça veut dire que je mets de côté toutes les autres, et c'est absolument pas le cas. C'est 21 parcours de vie, c'est 21 portraits, ce n'est pas clivant. Il y aurait pu y en avoir 42, 63, 100, ça aurait été peut-être plus long à écrire. Il sort beaucoup d'ouvrages, et là, je suis en train d'en lire un, qui remet pas mal, enfin, qui est très intéressant. Alors, il concerne l'Italie. Il s'appelle, c'est de Fabio Milazzo. C'est celui-ci, donc.
Voilà, et il s'appelle Il tifo violento in Italia. Autrement dit, c'est une analyse de la manière, de la façon dont une partie du supporterisme va devenir violent avec de nouvelles méthodes. Le livre couvre la période 1947-2020. Ah, il est donc, vous voyez, il prend réellement plus d'un demi-siècle, à 70 ans, hein, Il tifo violento in Italia. Et oui, il est très intéressant parce que justement, il analyse ces comportements en permanence en lien avec une analyse de la société, de l'évolution des sociétés et des comportements également économiques et de l'évolution de l'économie. C'est ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les barbares au cœur de la cité, comme vous voudrez bien le croire, mais c'est en fait le symptôme. Je n'ai pas encore terminé l'ouvrage, mais déjà assez avancé, mais plutôt les symptômes d'une société qui n'est pas dans le bon sens. Donc oui, c'est un ouvrage intéressant. Alors, il faut lire l'italien pour le coup, hein, parce que bien sûr. Autrement, il y a en français, il y a la thèse qui a été publiée de Sébastien Louis sur les ultras, uniquement les ultras, les autres protagonistes du football, ça s'appelle. Et lui aussi analyse justement ces groupes ultras que l'on voue très souvent en hégémonie, mais montre justement là aussi toujours en lien avec la société et l'économie et la culture. C'est ça qui est très intéressant. Alors, lui fait une analyse sur l'Italie, mais parce que c'est là qu'est né le phénomène, et s'est développé avant d'essaimer. Mais du coup, il est disponible en langue française. Voilà. Et c'est intéressant les ultras parce que vous avez, notamment au Maghreb, les mouvements ultras au Maghreb est très développé. Et on voit comment il peut servir de contestation aussi, dans le bon sens, politique, pour réclamer vraiment plus de démocratie, plus de droits. C'est ça. Donc attention là aussi, avant de vouer aux gémonies les supporters, c'est plus compliqué que ça. Même si la violence fait peur, bien sûr. Et non, la violence, on ne peut pas. L'évolution de la femme est très intéressante. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a le nouvel esprit biologique de Thierry Hockey aux éditions PUF qui sont intéressants. On a aussi sexe et genre de la hiérarchie entre les sexes de Marie-Claude Horting. On a des choses peut-être plus courantes comme le cerveau a-t-il un secte de Catherine Vidal. Voilà, tous ces éléments-là, qu'ils soient médecins ou anthropologues ou paléontologues, c'est intéressant de regarder leur point de vue, sachant qu'on est au tout début de la compréhension du fonctionnement du génome et notre propre fonctionnement. Donc, on trouvera certainement de nouvelles choses qui feront évoluer les stéréotypes, peut-être vers plus d'égalité sociale, mais parce qu'on comprendra mieux, finalement, les différences, mais aussi les points communs entre les individus. À mon tour de vous parler d'ouvrages intéressants. Le premier est Stéquisme de Nora Boisouani, dont le résumé est « Depuis quand la nourriture a-t-elle un genre ? Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les kebabs ? Qui a décidé que les hommes n'aimaient pas le rosé ? Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme un régime dévirilisant ? Les femmes jouissent-elles vraiment en mangeant un yaourt ? Pourquoi certains hommes préfèrent-ils littéralement renoncer à la vie plutôt qu'à la viande ? Rien n'échappe aux injonctions genrées, surtout pas la nourriture. En matière de bouffe, ces règles tacites ou officielles sont partout. De la Rome antique au menu des restaurants, en passant par la publicité et les repas de famille, elles façonnent le genre et renforcent les stéréotypes sexistes avec des conséquences réelles sur la planète et la santé des femmes et des hommes qui les subissent. Et qui a expliqué dans l'ouvrage également que la femme a longtemps été privée de viande et ce qui a entraîné un changement de corps pour qu'il devienne plus chétif que celui des hommes. Je vous conseille également l'ouvrage du sexisme dans le sport, écrit par Barbara Barbus, dont le résumé est « Retourne faire la vaisselle et du tricot. Qu'elles s'occupent de leur casserole.
On dirait un tir de femme enceinte. Autant de petites phrases, trop souvent répétées dans le monde du sport, où le machisme et le sexisme semblent régner, sinon en maître, du moins dans une forme de connivence naturelle. Du sexisme ordinaire, touchant d'ailleurs femmes comme hommes, aux violences sexuelles dont les dénonciations se font désormais plus nombreuses, de la question d'une nature masculine, du sport à celle de la féminité des sportives et des actrices du sport, à laquelle celles-ci entretiennent elles-mêmes un rapport non dénué d'ambiguïté. L'ancienne handballeuse et sociologue Béatrice Barbus décrypte et analyse pas à pas la réalité de l'ancrage du sexisme dans ce milieu. S'appuyant sur des cas concrets et sur son propre vécu, elle entend libérer une parole et souligne aussi les changements en cours, tout comme le chemin encore à parcourir pour une grande égalité. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, la deuxième version de Qu'est-ce qu'un genre ? Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui parlera de la séropositivité. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. À bientôt.